D'ailleurs, il déteste le sport. Il préfère s'enfermer des heures au cinéma à s'esquinter les yeux. Enchanté, mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Laquelle? Est-ce que c'est toi, John Wayne, ou est-ce que c'est moi? Ah bon, bien sûr, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, quoi. Me voilà. Et maintenant, tu vas m'écouter tranquillement. Et si on faisait un top ultime du cinéma? C'est le projet dans lequel je me lance avec un épisode toutes les 2 semaines où je te propose 5 films que je classe dans un ultime top pour avoir vraiment le meilleur top du cinéma. Et cette semaine, nous avons droit à de l'animation sans couleur, une feinte, un jardin avec des robots jardiniers, un super-héros un peu lourd et du sang, beaucoup trop de sang. Et pour donner un véritable avant-goût, voici le mashup. Welcome to Hollywood. Quoi, c'est pareil, c'est pas pareil. L'auteur il marque sur votre bouche avec ma main et on n'est pas là pour changer le texte, mon frère. Moi, Marjane, futur prophète, ai décidé que... Monter un groupe. He was a missionary. Have a nice day. On a mission. Hi. A space convoy on a strange voyage, carrying a rare cargo. The forests, the plants, the growing things doomed to extinction on Earth. We have just received orders to abandon and nuclear destruct all the forests. Et je vais commencer par vous parler de Persepolis, film sorti en 2007 et réalisé par Marjane Satrapi. Dans les années 70 à Téhéran, Marjane voit avec sa famille moderne son pays se transformer en république islamique. Elle se rêve alors en révolutionnaire. Si on vous avait dit que la réalisatrice de The Voice, le trip où Ryan Reynolds parle à son chat qui tue les gens, avait commencé sa carrière avec un film d'animation tout doux, en partie autobiographique et qui parle de révolution et de la population iranienne entre les aspirations des exilés et les désespérances des habitants, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, c'est bel et bien le cas, et en plus d'une animation assez fluide, des voix vraiment intéressantes et un film clairement adapté aux petits comme aux grands, je rajoute que le film n'est pas seulement une quête d'un pays ou d'une religion, mais surtout l'évolution d'une enfant ado exilée. Pas par choix, mais par obligation parentale dans un sens, et dans un deuxième temps, obligation parce qu'elle ne se sent chez elle ni dans un sens, ni dans l'autre. Et elle va se construire du coup une double nationalité, ce qui semble être énorme avec les problèmes d'adolescence qui s'y rajoutent. Imaginez-vous déjà, j'imagine, assez compliqué de devoir gérer l'acné, les relations avec papa, maman, machin et tout ça. S'il fallait rajouter avoir une double nationalité et devoir arriver à avoir 2 cultures à la fois à la place d'une seule, eh bien, j'imagine pas l'état dans lequel je serais actuellement. Le film est aussi profondément humain, intéressant, et c'est difficile vraiment d'en dire du mal, car c'est un bon film. Moi, je n'y vois pas le film exceptionnel, je ne vois pas le chef-d'œuvre, mais ni une création qui va dépasser les âges, mais clairement, il a tout pour vous faire passer un excellent moment, par moments drôles, par moments un petit peu plus touchants, par d'autres moments vraiment tristes, et par certains moments, bah voilà, c'est la vie classique d'une jeune fille, on voit rien d'autre. Donc vraiment, on voit un exil entre l'Europe et l'Iran et un changement vraiment de tendance dans ce monde-là qui est assez intéressant. C'est aussi un vrai film historique, avec l'histoire du chat et de cette transition qu'a connue l'Iran, quelque chose que je connaissais pas énormément, qui est intéressant. Et donc, foncez voir ça. Et s'il faut garder une scène, c'est la scène de passage entre l'enfance et l'âge adulte, avec ces déformations un peu morbides, proches de l'horreur, qui viennent nous développer ce passage très difficile de chacun, c'est assez simplement fait, mais avec beaucoup d'intelligence. Avec une idée de déformité où l'on peut se sentir moche et puis au final la chute et on l'accepte, et là on voit un visage beaucoup plus normal entre guillemets. En 30 secondes, sans aucune parole, le film nous montre son intelligence et sa signification importante qu'il veut développer. On pourra aussi montrer son rapport à l'islam, puisque la tenue noire ressemble véritablement à un habit traditionnel qui est directement coupé la scène suivante avec du maquillage et un habit avec une jupe. Encore une fois, cela vient montrer la dualité de vie du personnage principal. Au niveau de la place, on va le mettre 6e, ce qui est déjà, je trouve, une très belle place, juste devant Wall-E. Et oui, je pense que Persepolis est un meilleur film d'animation que Wall-E, mais il n'arrive pas à passer la corde avec sa maîtrise ultime de tout son film. Malheureusement, je ne trouve pas que cette maîtrise est aussi bonne dans le film de Marjane Satrapi. Un film donc à découvrir et qui sera à coup sûr vous ravir. Il a jamais lu un livre de sa vie, il va faire du théâtre, lui. Et alors? Tu dis ça, on dirait il a tué quelqu'un.
Le deuxième film de la sélection, il est sorti en 2004 et est réalisé par Abdelatif Kechiche. Et son nom, c'est L'Esquive. Elle va nous parler de Abdelkrim, 15 ans, qui est amoureux de sa copine de classe Lydia. Il participe alors à une scène de théâtre en tant qu'arlequin pour tenter de la séduire. Abdelatif Kechiche, c'est un des réalisateurs de l'extrême. À l'instar d'un Kubrick, par exemple, il veut tellement une perfection qu'il met ses acteurs dans des situations extrêmes, proches presque de la véritable violence. On peut penser déjà à tout ce qui avait été dit lors de La vie d'Adèle, par les deux actrices que sont Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, qui avaient vraiment dénoncé quand même des comportements assez étranges et des scènes refaites à l'infini, juste pour pouvoir capter une microseconde de beauté qu'ils ne voyaient pas sur les autres, donc quelque chose qui est quand même assez crasseux, assez difficile. On peut y voir aussi un papy un peu gâteux, qui cherche un peu trop à montrer des jeunes filles dénudées, et clairement c'est pas Jojo, tellement pas Jojo que son dernier film en date n'est jamais sorti, puisque celui-ci était explicitement apparemment un film de cul. Il n'a été projeté au Festival de Cannes et pour le moment le film n'existe pas, mais c'est aussi et surtout un découvreur de talent, et donc on a eu Adèle Exarchopoulos qui l'a fait développer, qu'on a pu voir, et quelqu'un qui arrive à nous montrer le meilleur de ses personnages. Est-ce que ça excuse le bonhomme ? Pas du tout, mais ça peut donner de magnifiques films comme L'Esquive. Et dans ce film, outre nous montrer la révélation, encore une fois comme je disais, qu'est Sarah Forestier, l'on voit une adolescence de quartier défavorisé venir peu à peu perdre leur innocence, au devant de la dureté d'une réalité, leur vie. Tout ça sur une fond de pièce de Marivaux, personne dénonçant la société cloisonnée et hiérarchisée de son temps. Y voir un Kechiche se prenant pour le nouveau Marivaux, clairement, oui, vu l'ego surdimensionné du bonhomme, moi j'y crois. Et la grande force du film, c'est d'être profondément dur, mais par un scénario rempli de quiproquos qui arrive à nous donner de la légèreté. Oui, le film est une vraie fable sociale difficile à voir, mais cette légèreté vient désarçonner tout ça et rend le film beaucoup plus digeste. Clairement, c'est surprenant de ce qui peut en soi coller de mieux à une réalité sociale de ces personnages. Clairement, de voir cette légèreté, ça colle à ce qu'ils vivent dans la réalité. Légèreté qui permettra par la suite une véritable débauche de sensibilité, donnant toute la force au film. On notera une véritable prouesse des acteurs, tous plus impressionnants les uns que les autres, une réalisation au plus proche du réel, au plus proche de ses personnages, et qu'il fait admirablement bien. C'est sûrement le meilleur film du réalisateur, et ça se voit tellement dans ce style de film social, il l'a marqué de son aura. On a vu récemment des films comme Les Misérables ou Divine qui lui doivent beaucoup. Si je devais garder une scène, j'aurais tendance à parler de toutes les scènes de théâtre du film, où l'on arrive à entrepercevoir ce que par pudeur, ils ne peuvent pas donner dans leur rang social. Les personnages ne veulent pas dévoiler ce qu'ils sont, et là ils arrivent à en dévoiler un petit peu plus. Ils se libèrent à l'écran par l'intermédiaire du théâtre. C'est déjà une très très belle déclaration au théâtre, et c'est aussi une très belle déclaration à ces personnages. Au niveau de la place, enfin Forgiven est battu, et il va être battu par ce film social subtil et clairement électrisant. Et donc, notre nouveau numéro 1, c'est L'Esquive d'Abdelatif Kechiche. Troisième film de la journée, Silent Running, sorti en 1972 de Douglas Trumbull. En 2001, la végétation a disparu de la Terre suite à une guerre nucléaire. Pour remédier à cet état de fait, on cultive de grandes serres en espérant ensuite les réimplanter librement à la surface. C'est à cette tâche que se consacre le botaniste Freeman Lowell à bord du vaisseau spatial Valley Forge. Mais un jour, la décision tombe. Les serres doivent être détruites pour des raisons économiques. Douglas Trumbull n'est pas connu pour être un réalisateur de films. Il est connu pour sa direction d'effets spéciaux et dans ce registre, le monsieur est simplement le superviseur de 2 des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Je parle de 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et de Blade Runner du réalisateur de The Legend, le bien nommé Ridley Scott. Et en plus de ça, il a aussi participé à des films qui ont gagné des palmes d'or, en tout cas un film, puisqu'il a fait Tree of Life, le film de Terrence Malick, qui a gagné la palme d'or en 2011, si je dis pas de bêtises, et qui est donc un excellent film aussi. Donc quand j'apprends que le monsieur, dans sa jeunesse, a fait un film sur un sujet terriblement actuel, on parle donc d'une guerre nucléaire qui a créé donc un besoin au niveau de la destruction de la nature tel qu'ils doivent essayer de créer une nouvelle nature
sous serre dans l'espace et que ces projets de reconstruction n'aboutissent pas et qu'on a des vrais choix moraux à faire. Je me dis, il faut que je saute là-dessus, il faut que je voie ce film et j'en avais une très très grosse hâte. Et il est vrai que le film n'esquive pas quelques lenteurs dans son récit, mais quand même un film de 72, autant avant-gardiste avec des effets visuels qui n'ont pas vieilli, un robot qui a sûrement inspiré notre cher Wall-E et un propos de fond tellement dur et pourtant si important, arrive à me toucher, on est clairement pour moi face à un film qui aurait pu être un film générationnel. Et pourtant, à cause d'un flop retentissant et d'un film un peu mou, on se retrouve face à une pépite méconnue. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais il faut que vous découvriez ce film pour un petit peu essayer de l'arrêter qu'il soit sous-coté. Ouais, c'est trop intéressant pour passer à côté, sincèrement. Et s'il y avait une scène que je devais garder et qu'en plus, je devais un peu te donner une raison de le voir, c'est réellement la scène de choix. Cette scène où l'humain doit faire un sacrifice. Il a deux choix face à lui et les deux seront un véritable sacrifice qui va conditionner toute la deuxième partie du film, du long métrage, et qui développe dans cette société un petit peu hippie des années 70 cette rupture de réflexion dans les populations. Bref, ça résonnait très 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 fort en 72, ça résonne encore très fort en 2022 avec tout ce qui se passe autour de l'écologie, c'est sacrément pertinent et moi je te le conseille de le voir. Au niveau de la place, c'est 6e, encore une fois la corde fait du dégât puisqu'on n'arrive pas à le dépasser. C'est quelque chose qui est très difficile en termes de niveau, je pense que la corde c'est un infranchissable. Par contre, j'arrive à le mettre devant Persepolis qui, autant intéressant soit-il, je trouve beaucoup moins pertinent que ce qu'a réussi à nous faire Douglas Trumbull. Battling evil has never felt so good. Orgasmo. Yeah, there you go, buddy. Get some. Bon, après 3 films plutôt sérieux, même vraiment sérieux, on va aller sur quelque chose de turbo débile. Et vous inquiétez pas, même le film d'après sera quelque chose d'un petit peu plus détente. Je parle bien entendu de Capitaine Orgasmo, sorti en 1998 de Trey Parker. Pour payer son mariage, un jeune mormon naïf décide de prendre un rôle dans un film. Il doit incarner le Capitaine Orgasmo, un super-héros pornographique. Vous connaissez forcément Trey Parker pour sa série iconique South Park. Et oui, c'est bien ce créateur-là qui a fait ce film. Eh bien, imaginez celui-ci réaliser un film sur l'émergence d'un super-héros du porno, le bien nommé Capitaine Orgasmo. Ah oui, et le monsieur est un mormon ultra-traditionnaliste, joué par Trey himself. Oui, mon cerveau a déjà explosé et mon envie, comme ma bite, ont bien durci. Autant le dire, si vous aimez South Park, foncez, le film est drôle, satirique et clairement un peu débile. Ça vous fera passer un bon moment à coup sûr, mais éloignez ça de l'œil de vos enfants et c'est interdit de le montrer en famille. Malheureusement, le film a aussi quand même quelques défauts. Il est très générique visuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cinéma à l'intérieur. Donc ce que je veux dire, c'est que la mise en scène est plutôt pauvre, il faut l'avouer, et on sent que l'idée n'est pas du tout de créer un cadre ou de créer une création visuelle intéressante. Et puis l'humour, pas l'amour, est des fois un petit peu lourd. Mais on ne va pas non plus faire trop les fines bouches. Le film n'a aucune vocation à être un objet de décryptage cinématographique. J'ai vu récemment par exemple Decision to Live de Park Chan-wook, qui est en termes de mise en scène un des films les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Et bien là, c'est pas l'idée. L'idée, il veut nous faire rire. Et c'est clairement un délire entre potes, un peu Golemont. Et dans ce sens-là, le film est clairement une franche réussite. Donc, adepte de comédie potache et ce temps vous amuser un soir entre amis, n'hésitez même pas. Vous avez un potentiel film culte aux répliques à user jusqu'à la moelle. Et ce n'est pas les fans de Kaamelott qui vont me contredire. Au niveau de la scène à garder, je pense vraiment à la scène où le personnage principal prie. Je crois que c'est de loin la blague qui m'a fait le plus rire dans le film. Et pourtant, c'est une blague extrêmement simple qui fonctionne sur un ressort comique assez simple et qui marche parce qu'il y a un excellent tempo. Et le tempo est un truc qui est extrêmement bien maîtrisé par Captain Orgasmo. C'est simple, la gestion du rythme comique est parfaite et ça se retrace dans tout le film et c'est ce qui fait fonctionner véritablement ce film. Au niveau de la place, 9e, et j'ai eu du mal à le faire vraiment monter. Il est juste devant des films quand même comme Les Coffins du Monde et juste derrière Wall-E. Comme dit précédemment, le film est loin d'être raté et même plutôt sympathique, mais ces quelques limites ne me permettent vraiment pas de le monter plus haut.
Vous voyez ce gros heavy metal que les parents détestent qu'on écoute? Et toutes ces chansons sur l'enfer et le jugement dernier. Et si je vous disais que tout ça, c'est vrai. Je vous jure, j'y étais. Et pour finir notre sélection du jour, pourquoi ne pas vous parler d'un film d'horreur de série B où le seul potentiel est le sang et le gore qui peut nous amener. Je parle bien entendu de Deathgasm, film que tu connais extrêmement bien de 2015 de Jason Lee Howden. Donc quand je dis ça, je me doute vraiment que personne n'a dû voir ce film dans les personnes qui m'écoutent. En tout cas, s'il y a du monde, eh bien, ravi de vous voir. Je l'ai découvert grâce à Shadows. N'hésitez pas à découvrir Shadows. Il y a plein de petites pépites d'horreur comme ça qui font vraiment du bien. Au niveau de quoi il nous parle, le film, c'est Brody, un nouvel arrivant en ville, et le bad boy Zach se lient d'amitié au travers de leur passion pour le heavy metal. Mais quand les deux trashers réveillent des forces malveillantes, leur rêve de devenir des stars doit être mis de côté. Deathgasm, c'est une série B, clairement défouloir, qui va pas vous apporter grand-chose, mais qui a un mérite, sa générosité, dans tout ce qu'il va entreprendre. La musique, le gore, les idées, tout est un peu outrancier. C'est-à-dire que c'est sacrément con, certes, mais c'est aussi sacrément bon. Ça fait du bien de sentir des gens qui sont dans la démerde, parce qu'on sent carrément que c'est un cinéma de la démerde qui est derrière ce projet-là, c'est-à-dire un très petit budget, des acteurs semi-amateurs, parce que carrément vu ce qu'ils donnent, et donc un film qui est assez bancal, mais avec beaucoup d'amour de ce style de cinéma. Alors, il vaut mieux s'attendre à peu de choses avec Deathgasm, car c'est un petit film, mais qui avec une bonne bande de potes et des bières peut s'avérer la petite touche de sang qui dégouline partout et qui donne une saveur particulière à votre soirée. La scène à garder, tous les électrolytes de sang qui vont être déversés dans ce film, ça n'a clairement aucune cohérence médicale, mais c'est sympathique et ça va vous divertir à coup sûr. Alors c'est pas une scène précise, mais c'est tellement fréquent dans le film que vous verrez à peu près. Pour la place, le film est trop imparfait pour vraiment être bien placé, il y a énormément de limites. Je le trouve extrêmement sympathique, comme je vous l'ai dit, mais ça reste une série B sympathique où l'on s'ennuie pas vraiment. Donc je vais le mettre devant Légende, dans lequel je me suis pas mal ennuyé, mais derrière La jeune fille de l'eau, soit une 15e place. Nous voilà terminés pour ce 4e épisode du Top Ultime, avec enfin un nouveau numéro 1. Et oui, Clint Eastwood, avec son Unforgiven, n'est plus le numéro 1. Nous avons droit à L'Esquive, qui a réussi à le détrôner. Et en plus, le reste de la sélection est plutôt sympathique, avec 3 films dans le milieu du classement, et un nouveau 15e. Bref, rien de bien horrible à se mettre sous la dent, et plutôt des choses sympathiques cette semaine. Ça fait du bien. Je suis pas sûr que toutes les semaines soient comme ça, mais celle-là est clairement la plus homogène depuis le début de ce top. Moi, je vais te dire à dans 2 semaines pour poursuivre l'aventure, et puis, en attendant, on mate des films. C'est déjà pleuré, c'est déjà pleuré. Oh, c'est agaçant à la fin.